Je pense au départ faire une étude comparative entre le projet de musée Sudette à Munich et un autre projet d'exposition permanente qui devra ouvrir en République tchèque en 2015. Mais présenter ces deux projets en 25 minutes était un petit peu impossible, difficile, peut-être trop ambitieux, compte tenu de la complexité des contextes nationaux respectifs dans lesquels ils s'inscrivent. Et donc je vais m'intéresser au projet de musée Sudette, c'est le terme générique qui s'est imposé pour désigner les Allemands des pays tchèques, qui devrait ouvrir donc durant l'année 2015 dans la maison Sudette de Munich, le lieu qui regroupe les principales associations sudètes allemandes. Le musée n'existe donc pas encore, donc je ne vais pas faire d'études ethnographiques, une présentation ethnographique de ce musée. Je vais tenter de situer ce projet au sein des autres musées des Allemands d'Europe centrale en Allemagne et des débats en Allemagne sur l'histoire des violences de masse au XXe siècle, avant de voir comment est conçu l'héritage sudète qui sera prochainement mis en musée à Munich. Alors l'idée d'ouvrir un musée sudète à Munich date de la seconde moitié des années 90. Elle n'est pas exclusive aux expulsés de Tchécoslovaquie, puisque d'autres musées portant sur l'histoire de la culture des Allemands d'Europe centrale et orientale existaient déjà auparavant. Depuis 1975, il y a un musée de l'héritage culturel de la Prusse occidentale à Münster. Il y a un musée de la Prusse orientale à Lüneburg, qui a été inauguré en 1987. Et puis il y a un musée de la Haute-Silésie à Ratingen, qui a été créé en 1983. D'autres musées ont été créés dans les années 2000. C'est le musée central des Souabes du Danube à Ulm en 2001, le musée de Silésie à Görlitz et le musée de Poméranie à Greifswald qui a été ouvert en 2005. Alors, ces musées sont de deux ordres, je les classe de la manière suivante. Il y a ceux qui portent sur une région allemande qui n'existe plus, le musée de la Prusse orientale, de la Prusse occidentale, ou qui existe encore mais qui n'est plus allemande, le musée de la Silésie à Görlitz. Ce sont des représentations muséales qui présentent l'Allemagne dans ses frontières de 1937, et je pense qu'il y a ici un parallèle à faire avec les représentations de la Grande Hongrie qu'on trouve actuellement en Hongrie. Il y a ensuite donc un deuxième type de musées qui sont créés en référence à un groupe considéré comme ethnique, un Volksgruppe. Ce sont les musées des Souabes du Danube, le musée des Allemands de Roumanie et le futur musée Sudète qui entre dans cette catégorie. Ces musées représentent les Allemands de l'Autriche-Hongrie. Tous ces musées ont en commun le souci de conserver l'héritage culturel de la Heimat perdue, la Verlorene Heimat. Ce ne sont pas des musées des expulsions à proprement parler, ce sont des musées qui sont situés entre l'écomusée, le musée mémoriel et le musée socio-historique. Les expulsions y sont mises en scène, bien évidemment, mais elles ne sont pas au centre de la mise en scène de cet héritage. Ce sont des musées conservatoires d'une culture localisée dans un lieu d'origine considéré comme perdu et perdu injustement. Pour le cadre institutionnel, ces musées bénéficient d'un encadrement juridique spécifique. Ce sont les musées du paragraphe 96 de la loi fédérale sur les expulsés qui encadrent la protection et la patrimonialisation de la culture des sociétés allemandes d'Europe centrale. Cette loi a été promulguée en 1953 et a fait l'objet d'une révision, d'une nouvelle conception, la Neue Konzeption, en 2000, qui invite à rendre les représentations muséales plus scientifiques, notamment grâce à la présence dans les musées d'un centre de documentation et de recherche. Chacun de ces musées bénéficie des mêmes canaux de financement. Premièrement, le Bund, les Landesstelle, qui financent les musées régionaux, les villes où sont situés ces musées, et les fondations. Chaque musée dispose d'une fondation. Il y a une fondation Sudette qui finance la préparation du musée. Il paye les salaires, l'achat des objets de la conservation et le travail de recherche. L'existence de ces musées s'inscrit, à mon sens, dans deux types d'enjeux que j'identifie de la manière suivante. Des enjeux internes aux associations qui représentent les expulsés et qui sont à l'origine des musées. Ces enjeux touchent la question de la relève générationnelle et de l'armature scientifique des narrations muséales, c'est-à-dire la question de la manière de représenter l'histoire et la culture des Allemands d'Europe centrale, c'est la question de la gestion des héritages. Je vais y venir dans un moment, à partir de l'exemple des Allemands sudètes. Et puis il y a un enjeu national qui porte sur la fonction sociétale des musées mémoriaux et des musées socio-historiques, et que je voudrais expliciter. Alors cet enjeu porte sur deux choses qui sont liées. D'une part, il concerne le débat en Allemagne sur la réévaluation de la place des migrations forcées de populations allemandes d'Europe centrale et orientale dans l'histoire des violences et des massacres en Europe.
une réévaluation qui est d'abord le fait des associations d'expulsés, et notamment de la Fédération des expulsés, le Bund der Vertriebenen, et dont les narrations sur leur histoire ont trouvé, après 1990, un écho important auprès du public allemand et d'une partie de la classe politique. Dans ces narrations, les expulsés devraient faire l'objet d'un traitement similaire aux autres formes de nettoyage ethnique que l'Europe a connues au cours du XXe siècle, une sorte de remise à plat de la hiérarchie des violences de masse qui placerait côte à côte l'Holocauste et les expulsions pensées comme des épisodes tragiques d'une déviation morale de la civilisation européenne, une europäische Irrweg, qui a été formulée par un historien qui s'appelle Matthias Baer et qui travaille dans l'Institut de l'histoire et de la Heimatkunde, de l'ethnographie des Souabes du Danube. Le caractère dans ces narrations, le caractère particulier du nazisme et de ses crimes, reconnus jusqu'à présent de manière unanime, serait à remettre en question, puisque l'on est dans des narrations qui présentent un phénomène non pas seulement allemand, mais européen. Cette narration nouvelle s'est diffusée en Allemagne avec un nouvel élan lors des discussions sur l'érection du mémorial de la Shoah à Berlin en 2005. Elle est portée par des acteurs de nature différente, des historiens, des essayistes, des journalistes, des hommes politiques, de gauche comme de droite, des responsables de musées, des responsables des associations d'expulsés évidemment, qui poussent à la création d'un lieu de commémoration qui reconnaîtrait le statut de victime des expulsés. C'est le projet de centre contre les expulsions à Berlin. Alors s'il y a des victimes, il y a des responsables, il y a donc des bourreaux. Ici, ce sont les alliés. Et l'accès à la reconnaissance du statut de victime donne droit à des réparations, devrait donner droit à des réparations symboliques et ou matérielles. Elle soulève des questions, ces narrations, qui sont aujourd'hui débattues en Allemagne. Peut-on placer sur le même plan l'Holocauste et les déplacements forcés des Allemands d'Europe centrale? Peut-on remettre en question les conclusions de la conférence de Potsdam? Peut-on faire un parallèle entre les crimes commis par les nazis et les décisions prises par les Alliés concernant les Allemands d'Europe centrale? C'est ce que suggère tout récemment un historien américain, Ray Douglas, dans son livre Les Expulsés, qui a connu un très grand succès de librairie en Allemagne, également en France, et surtout en France, puisque c'est l'un des ouvrages qui a attiré le plus l'attention sur la question des déplacements forcés de population d'Europe centrale, les populations allemandes d'Europe centrale vers l'Allemagne, un thème qui était relativement, je dirais pas peu connu, mais beaucoup moins traité, très peu traité en France. Donc c'est un accès, on va dire, privilégié à la connaissance sur ces épisodes de l'immédiate après-guerre. Alors ces questions peuvent paraître étranges, voire choquantes, et les réponses apportées à ces questions en Allemagne ne font pas consensus. Depuis une quinzaine d'années, les musées socio-historiques et les musées régionaux des Allemands d'Europe centrale et orientale sont devenus les lieux où ces choses sont discutées et présentées au public. La manière dont elles sont discutées a été formulée en 2005 par Hans-Martin Hinz, qui est le président de l'ICOM, le Conseil international des musées, lors d'une conférence à Sydney. L'exposé est intitulé 1945 et ses conséquences. À cette époque, Martin Hinz n'était pas président de l'ICOM, il était l'un des curateurs du musée historique allemand à Berlin, et depuis 2007, il est membre de la commission du Conseil qui suit le projet de musée Sudette à Munich. Lors de la conférence, il affirmait qu'en Allemagne, les musées ont pris le rôle d'espace citoyen de la confrontation des points de vue sur la guerre, ses violences, ses crimes, ses victimes, ses coupables et ses conséquences. Les musées sont aussi les lieux de présentation des expériences vécues et des lieux de réflexion sur les modes de commémoration des événements de la guerre. C'est dans ce contexte muséal allemand, dans lequel on n'expose pas seulement un certain nombre de données factuelles, mais qui s'intéresse surtout aux représentations sur le passé et à l'analyse des modes de commémoration. On parle d'Erinnerungskultur, en référence aux travaux des anthropologues allemands Jan et Aleida Assmann, de culture du souvenir, que les musées régionaux des Allemands d'Europe centrale et orientale ont été créés. C'est dans ce contexte qu'ils ont été créés dans les années 2000. Ces musées sont devenus des lieux dans lesquels le parallèle entre l'Holocauste et les expulsions est exprimé de la manière la plus claire, notamment à travers l'emprunt des dispositifs iconographiques mémoriels de l'Holocauste. Le musée de Hull, par exemple, réalisé en 2008, c'est le musée des Souabes du Danube, a réalisé en 2008 une exposition qui a fait parler d'elle et qui était intitulée « La Heimat dans la valise, exilés expulsés de l'Europe du Sud-Ouest dans l'Allemagne d'après-guerre ».
Cette exposition a été préparée par Elisabeth Fendel, une ethnologue de l'Institut de l'ethnographie des Allemands de l'Est, qui se trouve à Fribourg en Allemagne. C'est un institut qui s'inscrit dans le prolongement de la Volkskunde et de la Ostforschung, et où elle présentait les déplacements de population sur le même mode que les déplacements des Juifs d'Europe vers les camps d'extermination. Les marches forcées, les déplacements en train de marchandises, les valises qui contenaient tous les biens emportés, l'arrivée en Allemagne et en Autriche dans des camps de réfugiés, etc. Les narrations sur le thème des expulsions ne sont pas centrales dans les musées régionaux. C'est une chose qu'il faut mentionner, qui est importante. Elles ne sont pas au centre du dispositif du futur musée Sudette, du moins d'après les documents que j'ai pu me procurer, qui circulent au sein des différentes commissions qui encadrent le projet. Ces narrations sur les expulsions y sont présentes, mais elles accompagnent la mise en scène de l'héritage culturel et d'une certaine idée de l'identité des populations expulsées. Alors je viens à l'héritage du musée Sudette. Quel héritage? La muséalisation en Bavière de l'héritage des Allemands des pays tchèques est un phénomène ancien, il faut le replacer dans son contexte. Lorsque le projet de musée commence à être discuté parmi les acteurs des principales institutions sudètes, il existe environ 90 petits musées privés, ce qu'on appelle des Heimatstuben, qui sont des lieux de conservation des traces des lieux d'origine, la Heimat perdue, et qui est l'objet des revendications des associations sudètes qui portent sur cette Heimat, c'est-à-dire l'injustice du principe de culpabilité collective qui aurait justifié les expulsions, et les restitutions, les réparations symboliques et matérielles qui sont attendues des associations d'expulsés. Les Heimatstuben ont été créés depuis le milieu des années 1950 et ont été fondées dans les communes qui ont accepté de parrainer les expulsés originaires des mêmes lieux d'origine. Ce parrainage est une sorte de reconnaissance officielle du soutien de la municipalité où les expulsés se sont installés, et qui a été créé à la suite de la promulgation de la loi sur les expulsions en 1953. Alors je vais apporter quelques photographies, merci, d'une Heimatstube qui est à Augsbourg. Donc c'est un petit musée privé qui a été créé par les expulsés, l'association des expulsés de Liberec, une ville qui se trouve au nord de la Bohême. Donc on voit un petit peu les éléments, là je vous présente simplement les objets qui sont présentés. Donc il y a beaucoup de maquettes des lieux, des hauts lieux en fait de l'origine. Donc ici c'est la mairie de Liberec qui est associée avec un tableau de paysage sur les Isergebirge où on peut voir, je crois, à côté le Jestiet qui est un lieu important dans le paysage de cette région. Il y a également les robes folkloriques qui ont évidemment toute leur place dans ce dispositif muséal. Ici ma collègue Barbara Spalova qui m'accompagne avec qui je travaille sur la gestion de l'héritage du passé des Allemands en République tchèque. On trouve également des représentations picturales. Le paysage est extrêmement important ici, où on présente deux jeunes enfants en train de regarder le paysage de cette Heimat perdue. Ces petits musées privés suivent plus ou moins le même modèle d'exposition et regroupent à peu près les mêmes objets hétéroclites, donc les robes folkloriques, les objets produits par les artisans, produits par les manufactures, parce que ce sont souvent des régions industrielles, les objets de la vie quotidienne, des documents iconographiques, qui sont extrêmement importants, le paysage, des représentations paysagères, des photographies, des maquettes des villes, des maisons traditionnelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des manuels qui ont circulé à partir des années 50-60, qui étaient destinés aux enfants et aux parents, et qui expliquaient comment construire la maquette d'un lieu important de la Heimat perdue. Concernant la lecture de l'histoire, ces musées présentent la même narration sur la cohabitation germano-tchèque et sur l'injustice des expulsions et des violences qui les ont accompagnées. Une narration qui fait porter la faute des conflits au mouvement nationaliste tchèque et allemand depuis 1848, une narration qui poursuit avec la loyauté des Allemands à l'Empire et à Habsbourg, qu'on oppose au caractère déloyal des Tchèques qui se sont opposés qui ont déserté des rangs de l'armée tchèque. Ensuite, c'est l'évocation de la diminution des droits des minorités allemandes dans la nouvelle République tchécoslovaque. Très peu sur le nationalisme sudète et sur la Seconde Guerre mondiale, beaucoup plus sur les expulsions, sur la violence des expulsions, et puis sur leur caractère illégitime. Pour définir l'identité culturelle des populations qu'ils représentent, l'ensemble de ces musées s'appuie sur un socle de références scientifiques et politiques, aisément identifiables lorsqu'on retrace l'histoire du mouvement sudète,
mais qui n'est jamais explicité dans ces musées privés. Cette armature intellectuelle est aussi un héritage qui joue un rôle dans le contenu des musées privés et qui est un sujet qui est central, qui fait un sujet du débat central au sein du projet de musée Sudète. Alors quel est cet héritage ? Alors il faut d'abord interroger le concept de la germanité sudète, qui est utilisé par les associations pour désigner l'ensemble des Allemands des pays tchèques, bien que la majorité des Allemands expulsés ne se reconnaissent pas dans ce concept. L'idée de la germanité sudète s'enracine dans l'idéologie dite völkisch, héritée du romantisme allemand du XIXe siècle, qui s'est imposée lentement en Allemagne et au sein des sociétés allemandes d'Europe centrale comme une manière de penser la nation allemande à travers l'idée du Volk, c'est la notion mystique d'une nation ethnique allemande qui a servi le discours du national-socialisme. Parmi les ouvrages qui ont participé au développement intellectuel de la pensée völkisch et surtout à sa diffusion, on trouve des points de vue de personnalités d'origine et de professions très différentes. Il y a le géographe Friedrich Ratzel, dans un ouvrage qui s'appelle, dans un article qui s'appelle Die Deutsche Landschaft, le paysage allemand. Il y a l'historien, l'écrivain, ce n'est pas l'historien, Theodor Fontane, l'écrivain de la pérégrination à travers la marche du Brandebourg, Wanderung durch die Mark Brandenburg, et surtout le folkloriste Heinrich Riehl, qui a eu une très grande influence sur le développement et la reconnaissance de la Heimatkunde et de la Volkskunde, une ethnographie des lieux et des peuples conçue comme une science de la relation des sociétés à leur environnement naturel. Cet ouvrage est devenu une référence centrale pour l'élaboration des ethnographies locales et régionales allemandes dans les pays tchèques. Ces ethnographies des peuples et des lieux définissent les caractéristiques des sociétés allemandes à partir de différents critères, linguistiques, les manières de parler, ce qu'on appelle en les Mundart, l'architecture paysanne, le choix des matériaux de construction, le paysage, les costumes folkloriques. Ces différents critères de définition conçus de manière objective sont illustrés par de nombreux documents iconographiques, des cartes, des photographies, des tableaux de paysages, mais aussi des évocations littéraires. Placés dans le contexte européen de l'époque, ces travaux semblent très classiques. Les géographes français de la fin du XIXe siècle qui produisaient des études régionales sur la France ou sur l'Europe centrale et sur le reste du monde se sont inspirés de ce socle, de cette manière de penser la relation des sociétés à l'environnement naturel. Le géographe italien Auerbach, par exemple, a été très influencé par l'ethnographie allemande pour produire sa géographie des espaces de l'Empire des Habsbourg. Là où c'est moins classique, c'est lorsqu'on observe le sens politique et sociétal de ces ethnographies et leur rôle dans la définition du caractère national des sociétés et des espaces ethnographiés. Dans les pays tchèques, les travaux de la Heimatkunde et de la Volkskunde, dont les premières éditions datent de la fin du XIXe siècle, étaient destinées à l'éducation des populations présentées dans ces études. L'intention était clairement formulée. Dans toutes les études que j'ai pu lire, l'introduction rappelle la fonction de l'ouvrage, aider les sociétés, je cite, à connaître, à aimer leur patrie, la Heimat, et renforcer le sentiment d'identification à un passé, à un Geist, le folk, enraciné dans des lieux et dans le sol. Fin de citation. À partir des années 1920, ces productions alimentent le mouvement politique nationaliste qui s'inscrit dans le Volkstumkampf, la lutte pour la nation organique, c'est-à-dire un combat d'inspiration völkisch, raciale, mené pour retrouver l'essence du folk allemand dans les pays tchèques et qui devait être mené par le biais de l'éducation du peuple, la Volksbildung, dont les ethnographies locales et régionales étaient les principaux outils. L'idée était de trouver à ce moment dans le sol les traces et les racines de la germanité et de les mettre en valeur. C'est ce mode de pensée produit et diffusé par la Heimatkunde et la Volkskunde, et également la littérature sur la Heimat, qui va donner naissance dans les années 1920 et 1930 à la germanité sudète et à une géographie sudète, le pays sudète, ce qu'on appelle les Sudetenland, des paysages avec des paysages spécifiques, des paysages sudètes. Et ce sont ces concepts qui vont participer au mouvement pan-germaniste qui se diffuse en Allemagne et en Autriche avec plus ou moins de vigueur dans les pays d'Europe centrale et orientale et avec beaucoup de vigueur dans la Tchécoslovaquie. Après 1945, les associations d'expulsés des pays tchèques sont dans la continuité du discours völkisch et de l'ethnographie qui a produit la germanité sudète. La germanité sudète est officiellement reconnue par l'État de Bavière, qui reconnaît l'existence de groupes ethniques allemands, les Volksgruppen. Dans la tradition de la pensée völkisch, la société bavaroise est composée exclusivement de 4 tribus, les Stämme, les Franconiens, les Souabes, les anciens Bavarois, et depuis 1945, les Sudètes. Le dispositif associatif sudète, qui a donné naissance à la Sudetenlandsmannschaft, a été fondé par des membres de l'intelligentsia sudète séparatiste des années 1920-1930.
Tout ceci a été très bien documenté dans l'ouvrage Volkstumkampf ohne Ende, qui a été paru en 2008, de l'historien allemand Tobias Weger, ainsi que dans l'ouvrage de référence sur l'histoire des associations sudètes, intitulé Der Vierte Stamm, la quatrième tribu, de l'historien Eric Franzen, qui travaille au Collegium Carolinum. Les petits musées privés, les Heimatstuben, que j'ai évoqués, héritent de la pensée völkisch et la perpétuent. Pour définir l'espace de la Heimat perdue qu'ils cartographient, les acteurs des musées s'appuient sur les productions ethnographiques que j'ai décrites et dont le contenu a été enseigné avant la guerre aux responsables sudètes par le biais de l'école et des associations de jeunesse, les Van der Vogel par exemple. La disparition progressive de la génération qui a vécu les expulsions et qui était à l'origine des musées privés et le manque de moyens pour entretenir ces 90 Heimatstuben ont poussé les membres des associations locales sudètes à chercher le concours des communes pour intégrer les collections dans les musées municipaux. C'est une entreprise qui a commencé au début des années 1990 et qui aboutit progressivement au cours des années 2000. Les musées municipaux vont prendre en charge les Heimatstuben en faisant appel très majoritairement à des ethnologues allemands, parfois des historiens, qui vont encadrer l'institutionnalisation des musées privés. Pour ces ethnologues qui sont formés en Allemagne dans les instituts de Volkskunde, les collections des Heimatstuben ne sont pas considérées comme les reliquats d'une pensée völkisch, mais comme l'expression d'une culture mémorielle, d'une Erinnerungskultur, que j'ai mentionné plus haut, qui définit l'identité des Allemands sudètes et qu'il s'agit de préserver. Ce point est central puisque c'est la qualification des éléments qui composent la culture mémorielle comme facteur d'identification des Allemands sudètes qui est au centre des enjeux de la mise en musée au niveau municipal et dans le projet de musée de Munich. 5 minutes. L'institutionnalisation de ces collections dans les musées municipaux peut prendre différentes formes. Il y a la Heimatstuben qui peut donner naissance à un musée à part entière, comme c'est le cas à Marktredwitz, au nord de la Bavière, pour le musée du Egerland, où une très grande partie de la population est composée de descendants allemands de la région de Eger, à l'extrême ouest de la Bohème. La Heimatstuben peut être intégrée à un musée municipal préexistant, comme c'est le cas à Weiden, dans la même région, qui représente le Heimatstuben de la région de Dachau, qui se trouve près de Marienskell-Asnier, Marienbad, se trouve. Et puis ensuite, la Heimatstuben peut être simplement léguée à un musée municipal. La collection sera présente physiquement, mais elle ne sera pas intégrée à l'exposition permanente de l'histoire de la ville. C'est le cas, par exemple, à Waldkraiburg, qui est une ville nouvelle, créée après en 1945, située à 50 km à l'est de Munich. C'est une ville qui a été créée pour accueillir les expulsés d'Europe centrale et orientale. Et la Heimatstuben, pour certaines raisons que je vais expliciter, ne peut pas être intégrée dans l'exposition générale de la ville. Alors si l'ensemble des ethnologues est d'accord pour dire que les Heimatstuben sont l'expression avant tout d'une forme culturelle de mémoire collective, tous ne partagent pas le même point de vue sur la manière de thématiser cette mémoire culturelle dans les musées municipaux, ce qui va expliquer le statut des Heimatstuben dans chacun des musées dans lequel il sera intégré. On peut distinguer deux types d'approches, je vais terminer là-dessus. Il y a une ethnographie qui est le prolongement de la Volkskunde et de la Horstforschung, comme elle s'est développée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est un courant qui est dominant dans les différentes muséalisations de l'histoire culturelle des Allemands d'Europe centrale. Les objets issus des Heimatstuben sont présentés de manière plus scientifique. On est dans la nouvelle conception du paragraphe 93 de la loi sur les expulsés. Simplement une illustration, donc c'est le musée de Weiden, au nord, dans le Haut-Palatinat, près de la frontière tchèque. Donc on reprend exactement les mêmes éléments que je vous ai présentés pour la Heimatstuben des expulsés de Reichenberg, Liberec, sauf que là les éléments sont un peu mieux décrits. On explicite davantage pourquoi ces objets sont importants pour définir telle culture, pour définir la culture de ces populations. Les violences sont mieux mises en valeur. On utilise des photographies anciennes de très grands tirages, les malles qui ont servi à transporter les biens emportés, les foules d'Allemands qui étaient mis sur les routes à Tachau, dans la ville que représente le musée.
Et puis ici une carte très intéressante parce que c'est une carte qui représente en fait les régions culturelles des pays tchèques. Et on voit très bien qu'il y a les régions culturelles des espaces, ce qu'on dit les régions sud-est, les régions frontalières où vivait la majorité des populations allemandes. Hein, et ces populations vivaient dans des régions qui étaient culturellement, qui devraient être culturellement rattachées à l'Allemagne et à l'Autriche. Hein, et évidemment pas tournées vers l'intérieur des Tchèques. Ça rappelle un petit peu ce vers connu, hein, que tous les fleuves de Bohême coulent vers l'Allemagne et vers l'Autriche. Donc il y a cette manière de présenter les choses, hein, de présenter l'héritage culturel des expulsés. Et puis il y a une autre approche qui est revendiquée par des ethnologues qui cherchent à contextualiser la production des objets exposés et à rappeler dans quel contexte les objets ont été produits et comment ils en sont arrivés à devenir des identifiants des sociétés allemandes d'Europe centrale. Il s'agit dans cette approche de rappeler la dimension politique dont les objets exposés sont porteurs. Les robes, par exemple, les représentations paysagères. Cette divergence de point de vue qui fait intervenir des approches scientifiques différentes explique pourquoi, alors que les Allemands sudètes sont le Volksgruppen le mieux structuré et le plus puissant des expulsés d'Allemagne, il n'existe toujours pas de musée sudète. Le projet de musée sudète a d'abord été conduit par une historienne. Le projet a été donné à une historienne qui avait à cœur de faire non pas un musée sur les Allemands sudètes, une sorte de représentation centralisée, fédérale, fédéralisant l'ensemble des collections locales et régionales, mais elle voulait faire un musée d'histoire conçu comme un forum de discussion sur les conflits des nationalités en Europe centrale et leurs conséquences. On est dans l'idée du musée socio-historique telle qu'elle a été décrite par Hans-Martin Hinz et qui s'inscrit pleinement dans la nouvelle conception, paragraphe 96. Ce projet a presque vu le jour, mais la Sudetenlandsmannschaft a mis son veto à la réalisation de ce projet, qui était pourtant validé par l'ensemble des membres du conseil scientifique. Et c'est finalement l'ethnologue de type Horst Forschung, de Volkskunde, Elisabeth Fendel, que j'ai déjà cité, l'auteur de l'exposition La Heimat dans la valise, qui a été désigné pour définir le projet, signe, à mon sens, d'un repli sur les fondements völkisch de l'identité sudète, qui va dans la lignée d'une expression qui a été trouvée par un germaniste allemand, Andreas Kelletat, sur l'holocaustisation des discours sur la mémoire des expulsés. C'est un ouvrage qui s'appelle Von der Täter zu Opfernation, de la nation des bourreaux à la nation victime. Merci de votre attention.